Les plus grandes arnaques financières de l'histoire, Madoff, FTX, Enron, tout ça c'est plutôt mignon. Mais ce que tu connais vraiment, c'est juste la surface aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de plonger ensemble. Plonger où? Plonger dans les profondeurs d'un iceberg financier. Des fraudes qu'on connaît tous, aux arnaques que même ton banquier n'oserait pas googler. En passant par des pyramides, des escrocs de haut vol, des systèmes si bien ficelés qu'on les a crus légaux. Alors oui, ce sera parfois absurde, clairement, parfois même glaçant, mais toujours vrai. Alors je t'embarque avec moi pour un voyage en eau trouble, à la découverte des plus grandes arnaques financières de l'histoire de la finance. Un conseil, clairement, attache bien ta ceinture et garde ta carte bleue en poche. Allez viens, on commence par la surface. Niveau 1, la surface. Bienvenue dans notre premier niveau de l'iceberg, à savoir la surface. Les arnaques que tout le monde connaît, sans forcément les comprendre. On commence avec les plus visibles d'entre elles, celles dont tout le monde, forcément, a déjà entendu parler, mais que peu de gens ont véritablement compris. Des noms qui claquent, des chiffres qui vont donner le vertige, et pourtant des mécaniques parfois très, voire trop simples. Allez, on remonte à la surface, c'est parti. Bernard Madoff, le roi du Ponzi. Il a escroqué les plus riches, les plus puissants. Et pourtant, il ne vendait rien. Juste du rêve et un faux endettement stable. Bernard Madoff, ancien président du Nasdaq, promettait des retours réguliers, quelles que soient les conditions du marché. Plus 10 à 12% par an, réglé comme une horloge suisse. En réalité, il utilisait l'argent des nouveaux entrants pour payer les anciens. Classique. Le bon vieux système de Ponzi. C'est simple, tant que les gens continuent d'investir, le système tient. Mais à la moindre panique, tout s'écroule. Pendant 20 ans, ça tient, parce que tout le monde y croit. Même les banques, même les fonds, des célébrités, des fondations caritatives, des grandes familles de la finance, tout le monde y a cru et tout le monde voulait sa part du miracle Madoff. Jusqu'à 2008. 2008, la crise frappe, les investisseurs veulent enfin récupérer leur argent. Sauf que surprise, il n'y a plus rien. Et là, c'est le choc. Résultat de tout ça, 65 milliards de dollars envolés, des vies ruinées, des retraites anéanties, une confiance brisée. Madoff a été condamné pour ça à 150 ans de prison. Et aujourd'hui encore, son nom est devenu synonyme d'une arnaque de haut niveau. Il n'a pas véritablement inventé le système de Ponzi, mais il en a fait un chef-d'œuvre du mensonge. FTX, la crypto qui sentait le Ponzi. Sam Bankman-Fried, alias SBF, jeune prodige vegan en t-shirt et en bermuda. Il dirigeait FTX, une plateforme crypto valorisée 32 milliards de dollars, et promettait la sécurité, l'accessibilité et la transparence. Et surtout, tout le monde le croyait. Des influenceurs, des politiques, des célébrités et même la NBA. Sauf qu'en coulisses, FTX utilisait l'argent des clients pour financer des paris très risqués, voire carrément des investissements perso de Sam et de son entourage. SBF avait même créé une deuxième boîte, Alameda Research, qui elle faisait des propres paris boursiers en puisant directement dans les caisses de FTX, une frontière floue entre fonds, clients et dépenses perso. Quand le marché crypto a dégringolé, les retraits ont littéralement explosé. Mais là aussi, plus rien à rembourser. Les utilisateurs ont découvert que leur Bitcoin n'était plus que des lignes comptables malheureusement. Résultat de tout ça, 8 milliards de dollars disparus, des millions de particuliers floués, et un procès qui a même montré qu'en 2022, oui, on peut toujours refaire du Madoff version crypto. Même ambiance, même opacité et même chute. Enron, l'arnaque made in Excel. Enron, c'était la 7e plus grosse entreprise des États-Unis. Du gaz, de l'énergie, des innovations et surtout des profits records. Tout le monde en a entendu parler. Enfin, sur le papier. En réalité, Enron gonflait ses résultats grâce à un montage de sociétés écran. Des filiales qui n'étaient là que pour cacher ses pertes. On appelle ça du mark-to-market accounting. Tu signes un contrat à 10 millions, ok, tu l'enregistres tout de suite, comme si tu avais déjà gagné de l'argent. Simple et efficace. Même si tu ne le touches jamais, malheureusement. En théorie, c'est tout simplement une méthode comptable autorisée. Mais Enron en a fait une arme de dissimulation massive. Et comme tout le monde voulait y croire, les banques ont suivi, les auditeurs ont fermé les yeux, les analystes applaudissaient, jusqu'à forcément que la vérité explose. C'est en 2001 que Enron littéralement s'effondre. 20 000 salariés perdent leur emploi du jour au lendemain. Les retraites partent en fumée. Arthur Andersen, l'un des plus grands cabinets d'audit au monde, est démantelé. Une chute brutale, mais surtout une leçon mondiale sur les limites de la confiance. Enron, c'est l'histoire d'une illusion financière, surtout validée par des professionnels, et qui a coûté bien plus que de l'argent. Et pour notre dernière arnaque financière de ce niveau, on va parler de Wirecard. Le PayPal allemand sans argent.
Wirecard, c'était la fierté de la tech allemande, un concurrent direct de PayPal qu'on connaît tous. Une boîte cotée au DAX, l'équivalent allemand du CAC 40. Elle affichait une croissance folle, démesurée, des profits, des rachats, des éloges dans les médias. Sauf qu'un détail cloche, 2 milliards d'euros inscrits en banque n'ont jamais, tout simplement, existé. Mais comment c'est possible? Wirecard affirmait que cet argent était gardé dans des comptes asiatiques, étonnant non, chez des partenaires tiers, difficilement vérifiables. Pendant des années, Wirecard a inventé des revenus dans des filiales très lointaines, falsifié des relevés bancaires et trompé tout le monde, les auditeurs, la bourse et même le gouvernement. Les autorités financières allemandes ont même poursuivi les journalistes du Financial Times plutôt que de creuser les accusations. C'est en 2020, un rapport du Financial Times qui fait tout exploser. Le CIO prend la fuite. L'ancien directeur financier est toujours introuvable. Des cadres vont en prison. L'action chute de 99%. Wirecard, c'est une arnaque à l'allemande. Carrée, structurée, propre sur elle, mais totalement vide à l'intérieur. Une fraude double XL, validée par le système jusqu'à la dernière seconde. Voilà pour la fin de notre niveau 1, pour la surface de notre iceberg des plus grandes arnaques financières. Les fraudes qu'on connaît, mais qu'on ne comprend pas forcément toujours, et c'est normal. Et maintenant, on descend sous la surface, là où l'arnaque devient moins célèbre, mais parfois encore plus vicieuse. C'est parti. Niveau 2, sous la surface. On arrive à notre niveau 2 de cet iceberg des plus grandes arnaques financières sous la surface. Les grosses arnaques qu'on oublie trop vite ou qu'on n'a tout simplement jamais pris le temps de comprendre parce que un peu plus complexe. Un cran donc un peu plus bas. Ici des noms moins connus, mais des dégâts parfois et souvent encore pires. On parle bien de manipulation bien rodée, de storytelling qui emballe encore une fois les investisseurs et de failles volontaires dans la régulation. Tu croyais donc avoir déjà tout vu? Eh bien non, on vient juste de plonger. Charles Ponzi, le vrai inventeur du Ponzi. Avant Madoff, il y avait Ponzi. Oui, c'est un vrai mec. Et oui, il a donné son nom à une arnaque. Dans les années 1920, Charles Ponzi promettait aux Américains un rendement de 50% en 45 jours, grâce à un système d'échange de coupons postaux entre pays. Le business plan derrière tout ça, illisible, tout simplement. Mais le discours, très rassurant. Et surtout, les premiers investisseurs étaient en effet effectivement payés. Un classique du Ponzi. Tant que de nouveaux entrants arrivent, les anciens sont payés et tout le monde pense que le système marche. C'est ce qu'on appelle l'illusion parfaite. Sauf que Ponzi, lui, ne faisait aucun échange de coupons. Il utilisait tout simplement l'argent des nouveaux entrants pour payer les anciens. Il n'y avait ni arbitrage, ni stratégie, ni valeur. Le résultat, malheureusement, 40 000 victimes, 20 millions de dollars envolés et un passage bien évidemment direct en prison. Le modèle de Ponzi est alors né. Et 100 ans plus tard, on le sait et on l'a vu, il tourne encore et toujours à plein régime. Version crypto, immobilière ou même coaching. Le plus fou dans tout ça, il suffit encore aujourd'hui d'un simple PowerPoint séduisant pour que des milliers de gens et de particuliers tombent dans le panneau. Elizabeth Holmes and Theranos, le bluff en blouse blanche. Elle avait 19 ans, une voix grave et un col roulé noir. Et surtout, elle promettait de révolutionner la médecine. Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, avait inventé à l'époque une machine capable de faire des analyses de sang ultra rapides avec une seule goutte. The youngest billionaire in the world. Is that heady when you hear that? You know, it's not what matters. What matters is how well we do in trying to make people's lives better. That's why I'm doing this. That's why I work the way that I work, and that's why I love what I'm doing so much. Enfin, inventer est véritablement un bien grand mot. La réalité, la machine ne fonctionnait tout simplement pas. Elle donnait des résultats bidons. Et pourtant, elle a levé près d'1 milliard de dollars auprès de figures comme Eric Kinsinger, Robert Murdoch ou encore la famille qui a fondé Walmart. Mais ce n'est pas juste une arnaque financière, c'est aussi et surtout une arnaque à la santé publique. Des patients ont malheureusement reçu de faux résultats médicaux. Certains ont même cru avoir des maladies graves à tort. C'était catastrophique. Les employés qui tentaient d'alerter étaient menacés, étouffés, voire même licenciés. Le service juridique de Theranos fonctionnait comme un véritable mur de béton. Et tout ça, ça a tenu plus de 10 ans. Pourquoi ? Grâce à une image léchée, un storytelling bien ficelé et surtout un culte
de la fondatrice digne de Steve Jobs. Theranos, c'est l'arnaque qui montre qu'en finance, eh bien tout simplement le storytelling peut être plus fort que la science. Et qu'investir dans une image, c'est parfois pire que dans une illusion. Les diamants d'investissement. Faux brillants, vraie escroquerie. Si on vous dit placez votre argent dans une valeur sûre, éternelle et précieuse, comme le diamant. Des genres de pubs qu'on a vus partout pendant les années environ 2010. Des sites web très léchés, des promesses de rendement, un argument fiscal à la clé. Mais en réalité, eh bien les pierres étaient tout simplement achetées à des prix bien trop élevés, voire totalement fictifs. Les sociétés gonflaient les prix avec des rapports d'expertise dites maison, qui eux présentaient des valeurs bidons et empochaient des marges bien évidemment énormes. Vous pensiez investir dans du solide, dans du brillant? Eh bien non, vous achetiez surtout une commission pour celui qui vous vendait la pierre. Et à la revente, il allait se passer quoi? Eh bien tout simplement rien. Aucun marché, aucun repreneur, aucune cote officielle. Les sociétés faisaient tout simplement croire qu'il existait un marché secondaire, un marché gris comme on dit, alors qu'au contraire, tout reposait sur un modèle fermé, sans liquidité réelle. Des milliers d'épargnants ont été véritablement floués. Des dizaines de sociétés ont été condamnées. Et une conclusion toute simple, le diamant c'est peut-être éternel, mais la naïveté financière aussi. Surtout quand elle brille un peu trop, on commence à le savoir. Fraude fiscale légale. Quand c'est trop bien, c'est que c'est louche. Et si je te disais qu'on a trouvé le moyen de gagner de l'argent, sans rien faire du tout, sans risque, et surtout sans impôt? Eh ben écoute, bienvenue dans l'univers feutré de certaines optimisations fiscales double XL. Un exemple, parmi les plus connus, le CumEx Files. Des banques, des cabinets d'avocats, des fonds d'investissement qui s'échangent la propriété d'une action juste avant le versement de dividendes. Pourquoi? Pour réclamer plusieurs fois un remboursement d'impôt qui, lui, n'a été payé qu'une seule fois. C'est magique, on joue sur les délais de traitement, les zones grises fiscales et une coordination quasi mafieuse entre acteurs. Le résultat dans tout ça? Eh bien, jusqu'à 140 milliards d'euros d'argent public détourné rien qu'en Europe. Un chiffre à peine croyable validé par une enquête journalistique internationale. Et tout ça en exploitant des failles juridiques. Alors oui, légales, mais clairement sûrement pas légitimes. Et la morale dans tout ça? Eh bien, quand une niche fiscale te semble trop belle, trop avantageuse, c'est peut-être que c'est toi la niche, tout simplement. On arrive à la fin de notre deuxième niveau de cet iceberg. Donc ces arnaques-là sont restées un peu sous la surface. Moins connues que Madoff, bien sûr, mais parfois tout aussi destructrices. Maintenant, c'est parti. On plonge dans les profondeurs. Là où les montages deviennent flous, les montants encore plus énormes et surtout les coupables parfois invisibles. Niveau 3, les profondeurs. C'est parti pour notre niveau 3 de cet iceberg. Bienvenue dans les profondeurs. Les arnaques complexes, méconnues ou camouflées derrière des structures légales. Bienvenue dans les abysses de la finance dite grise. Ici, tout est plus flou, tout est plus technique, tout est plus silencieux. Les montants deviennent indécents. Les montages sont signés par des cabinets réputés. Et les coupables, malheureusement, parfois intouchables. C'est le niveau où même les pros s'y perdent. Jérôme Kerviel, un homme, 5 milliards. 5 milliards d'euros, c'est ce qu'a perdu une célèbre banque française, la Société Générale, en quelques jours, à cause d'un seul trader qu'on connaît, Jérôme Kerviel. À l'époque, Jérôme Kerviel a 31 ans. Il travaille sur des produits financiers dits complexes. Et il prend des positions de plus en plus massives. Au début, tout se passe bien, il gagne. La hiérarchie ferme alors les yeux. Des millions d'euros de profit, difficiles à refuser, surtout pour une grosse banque. Mais quand les marchés se retournent, malheureusement les pertes explosent. Et là, la banque en question découvre qu'il a dissimulé ses opérations dans le système, en créant de fausses couvertures et en bidouillant des lignes. Un génie de l'Excel, version délinquance en col blanc. Résultat de tout ça, c'était le coupable idéal. Un bouc émissaire facile. Un trader isolé qui devient le fusible d'un système qui l'a laissé faire. Pourtant, beaucoup se demandent encore si personne au-dessus de lui n'avait senti venir le truc. Ou s'ils ont juste préféré ne pas regarder au détriment des profits. Kerviel a été condamné à 5 ans de prison. Mais l'affaire a soulevé une véritable question publique. Est-ce que c'était une véritable fraude individuelle ou au contraire une culture du risque toxique dans certaines banques? Le 24 janvier 2008, je suis accusé d'avoir fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Pendant 17 ans, je n'ai eu de cesse de demander est-ce qu'on peut juste aller vérifier qu'ils ont vraiment perdu 5 milliards d'euros. Et cette demande m'a systématiquement été refusée. Et donc 17 ans après, je suis toujours en train de réclamer cette expertise. C'est quoi le motif du refus?
J'en sais rien. Je sens, moi, effectivement, c'est mon avis, qu'il y a une volonté de surtout pas soulever ce couvercle, de peur de voir ce qu'on pourrait y trouver. L'arnaque à la TVA sur le carbone. Le casse du siècle. On l'appelle le casse du siècle. Mais pourquoi? Sans cagoule, sans armes, sans tunnel, juste un formulaire fiscal simple et efficace. En 2008, l'Europe crée un marché du carbone. Les entreprises polluantes doivent acheter des droits à polluer. Un outil censé, tout simplement, à ce qu'on appelle la transition écologique. Mais là, forcément, les arnaqueurs flairent une faille, comme toujours. Les transactions entre pays sont exonérées de TVA. Alors que eux achètent des quotas à l'étranger sans TVA, ils les revendent en France avec de la TVA, qui bien sûr ne reverse jamais à l'État. On parle alors de carrousel de sociétés, de montage éclair et surtout de dizaines de millions qui circulent en quelques heures. En quelques mois, c'est 1,6 milliard d'euros qui s'évaporent en France et plus de 5 milliards en Europe. Une fraude aussi rapide que numérique. Tout ça en appuyant sur valider sur un ordinateur. Aucune arme, aucun braquage, mais un vide et un flou fiscal gigantesque. Quand la finance pollue, mais ne compense jamais. On va voyager un peu et aller du côté de l'Inde. Affaire Adani, le géant aux pieds d'argile. En Inde, Gautam Adani, c'est un peu l'équivalent d'Elon Musk. Un empire industriel, une success story nationale. Une fortune, attention, évaluée à 150 milliards de dollars. Jusqu'à qu'un rapport vienne tout bousculer. En janvier 2023, le fonds Hindenburg Research publie une enquête explosive. Il accuse le groupe Adani de manipulation boursière et de fraude comptable massive, encore une fois. Des sociétés écrans offshore, des prêts croisés, des bilans encore une fois gonflés. Un millefeuille juridique qui rend tout contrôle presque impossible. Le résultat de tout ça, bien sûr, l'action s'effondre. L'empire perd plus de 100 milliards de valorisation en quelques jours. Les investisseurs paniquent et la bourse indienne vacille. Adani dément dans tout ça et l'État indien le soutient. Mais les soupçons aujourd'hui persistent. Et comme souvent, malheureusement, quand la politique, la bourse et la dette se mélangent, eh bien la transparence, elle, reste encore une fois en option. Et les petits porteurs, eux, trinquent. Opération Zenua, manipulation de marché à grande échelle. Alors celle-là, c'est plus une théorie qu'une affaire jugée. Mais clairement, elle mérite toute sa place ici. En 2020, des chercheurs révèlent l'existence d'une base de données baptisée Zenua. 2 millions de profils suivis, où ça? Dans le monde entier. Des dirigeants, des scientifiques, des journalistes, des investisseurs, etc. Pourquoi? Quel objectif supposé? Cartographier l'influence économique mondiale. Et peut-être même organiser des mouvements boursiers ciblés. Pourquoi? Pour fragiliser certains actifs. Une hypothèse clairement flippante. Influencer le cours de bourse en synchronisant des volumes d'achat ou de vente, le tout basé sur l'image ou la sensibilité d'une entreprise. Ce qu'on sait en réalité, des entreprises chinoises ont été accusées de manipuler les marchés US via des plateformes de trading offshore. Des fluctuations anormales ont été révélées. Et on ignore aussi tout simplement si ce genre d'opération continue encore aujourd'hui. Le tout dans le silence des serveurs. Parfois, la finance de l'ombre, c'est pas un film. Non, c'est juste tout simplement discret. On arrive à la fin de ce niveau 3 de notre iceberg, à savoir les profondeurs. On commence tout doucement à perdre nos repères. Les montages sont de plus en plus complexes, les acteurs de plus en plus discrets. Et parfois, l'arnaque frôle la légalité. Prêt à continuer? Pourquoi? Parce que là, on arrive dans les abysses. Là où l'arnaque devient parfois juste absurde. Niveau 4, les abysses. On attaque avec le niveau 4 de notre iceberg des plus grandes arnaques financières, les abysses. Bienvenue dans les arnaques les plus improbables, historiques et qui flirtent avec l'absurde. Ici, on touche aux surréalistes, des escrocs qui vendent des tulipes comme des cryptos, des banques qui mentent à leurs propres clients, des gourous de la finance spirituelle. Tout semble trop gros pour être vrai et pourtant, et malheureusement, tout est bien documenté. Bienvenue dans la zone où la réalité dépasse la fraude. La tulipomania, le bitcoin du XVIIe siècle. En 1637, aux Pays-Bas, une tulipe pouvait valoir le prix d'une maison. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement une tendance, et une tendance rare, et que tout le monde pensait pouvoir revendre plus cher, le principe de l'offre et la demande. Les tulipes devenaient de véritables actifs financiers. On achetait, on revendait et on spéculait. Le
tout sur une fleur. Les prix grimpaient à une vitesse folle, et on achetait même des bulbes qu'on ne possédait pas encore, de la spéculation. Des promesses de tulipes, des options sur des fleurs, et un peu comme les options sur actions aujourd'hui. Et puis un jour, bien évidemment, un acheteur s'est désisté, puis un deuxième aussi, puis un troisième. Et là, la confiance s'est tout doucement évaporée. Le résultat de tout ça, les prix se sont très rapidement effondrés. Des fortunes ont disparu. Et tout ça, et encore une fois, pour des fleurs. Comme quoi, même au XVIIe siècle, on savait déjà faire des bulles spéculatives. Et clairement, ce n'est pas la blockchain qui a inventé la spéculation. Crédit Mobilier, le faux modèle de la banque à la française. Alors là, le nom est chic, mais l'histoire beaucoup moins. Dans les années 1850, le Crédit Mobilier, fondé par les frères Pereire, devient la banque star du Second Empire. Elle finance les chemins de fer, l'urbanisme de Paris et la presse. C'est la banque de la modernité et du progrès. Et elle attire des milliers d'épargnants. Des familles entières mises sur sa réussite. Le problème de tout ça, la banque investit massivement dans ses propres actions pour doper sa valorisation. Elle maquille ses comptes pour paraître, encore une fois, plus solide. Vous voyez d'où vient le problème. Et derrière tout ça, elle multiplie les prêts douteux. En façade, tout allait bien. En coulisses, surendettement, manipulation comptable et manque total de liquidité. C'est en 1867 que le krach arrive. Et des milliers d'épargnants sont malheureusement ruinés. Le scandale est énorme. Mais chut, pourquoi ? Parce qu'on a préféré retenir le Crédit Lyonnais comme modèle de banque à la française. Et oublier que le Crédit Mobilier a été l'un des tout premiers crashs bancaires modernes. Les arnaques pyramidales ou spirituelles. Quand la pyramide de Ponzi rencontre le développement personnel, eh bien on obtient ce qu'on appelle un cocktail explosif. Certains escrocs ont réussi à mélanger le coaching de vie, les croyances spirituelles, l'empowerment féminin ou business angélique, avec un système de recrutement par palier. Ça te rappelle quelque chose ? Un système où tu payes pour rejoindre une communauté et tu récupères ton argent en parrainant d'autres membres. On n'appelle même plus ça investir. On parle de don d'amour, de sororité financière ou de cercle d'énergie. Il y a la fleur de l'abondance, le cercle des lumières ou les dons sacrés. Toujours, bien évidemment, les mêmes promesses. Élever ta vibration et doubler ton argent. Mais derrière le langage spirituel, eh bien on retrouve encore une fois la même mécanique. Un Ponzi déguisé en quête intérieure. Le résultat de ce Ponzi, comme d'habitude, beaucoup de déçus. Et bien sûr, quelques gourous enrichis que tu retrouves encore une fois dans des villas au soleil. À retenir, quand la finance devient mystique, eh bien c'est rarement un bon signe, et encore moins un bon investissement. Le faux investisseur de Monaco, PowerPoint et lunettes de soleil. Alors il s'appelait Arnaud Mimran. Il vivait où ? Eh bien à Monaco. Il faisait quoi ? Il organisait des soirées de rêve. Et surtout, il s'est fait passer pour un investisseur milliardaire pendant plus de 10 ans de sa vie. Au volant. Son arme secrète, un PowerPoint, tout simplement. Un document bien ficelé, une histoire qui claque. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il promettait de financer des projets très innovants, mais demandait d'abord des frais de structuration à ses victimes. On les appelle comme ça. Une sorte de caution pour montrer qu'on est désormais engagé. 200 000 par ici, 500 000 par là, et toujours avec la même promesse. Le deal est signé, vous allez recevoir les fonds dans 3 semaines maximum. Sauf que l'argent, eh bien on s'en doute, ne venait jamais. En réalité, il recyclait ses escroqueries d'un projet à l'autre. Il utilisait les acomptes des uns pour rembourser les doutes des autres. En vérité, une sorte de Ponzi de l'investissement, en apparence plutôt clean, et tout en menant, bien sûr, la grande vie, villa, montre, jet, Ferrari, etc., etc. Il a même participé aux cases de la TVA sur le carbone, comme quoi même une arnaque PowerPoint peut coûter des millions. Et que, dans certains cas, le vrai produit, c'est quoi ? C'est la confiance. On arrive à la fin de notre niveau 4, les abysses. Dans les abysses, la frontière entre réalité et absurdité s'efface. On croit tout simplement rêver. Mais malheureusement, tout est vrai. Est-ce que vous êtes prêts pour le niveau final ? Là où véritablement tout devient fou. Là où se mêlent offshore, fortune disparue et même secret d'État. Bienvenue dans les ténèbres. Niveau 5, les ténèbres. Et on se retrouve pour le dernier niveau de notre iceberg des plus grandes arnaques financières. Bienvenue dans les ténèbres. Entre secret d'État, offshore, disparition et peut-être ce qu'on ne saura jamais, on atteint le fond du fond, là où la lumière ne passe plus. Là où se croisent les fortunes cachées, les comptes offshore, et probablement des mystères que personne ne veut élucider. On parle de Vatican, de paradis fiscaux, de dictateurs, de deepfakes et d'arnaques que tu ne vois même plus passer. Ce niveau, c'est pas une fiction, mais attention, c'est peut-être ce qui t'arrive en ce moment même.
Panama and Pandora Papers, la face cachée du capitalisme. Allez, imagine un iceberg. 10% visible, 90% sous l'eau. C'est exactement ça, le monde des paradis fiscaux. Les Panama Papers de 2016, puis les Pandora Papers de 2021 ont révélé comment des milliers de personnalités, de dirigeants, de milliardaires cachent leur argent à l'étranger grâce à des sociétés offshore, encore une fois. Des banques complices, des cabinets d'avocats spécialisés, des prête-noms anonymes, le tout orchestré via des juridictions comme les îles Vierges, Jersey ou le Delaware. Avec un seul objectif, disparaître tout simplement des radars. Est-ce que c'est légal ? Eh bien, parfois. Est-ce que c'est éthique ? Eh bien, souvent non, bien sûr. On y retrouve des noms, des chefs d'État, des sportifs, des artistes, des banques et des montages parfois si complexes que même leurs créateurs ne s'y retrouvent plus. Des appartements à Londres, des villas à Marbella, des yachts, des jets dans tous les sens, le luxe qu'on appelle invisible. L'objectif, échapper encore une fois à l'impôt, échapper encore une fois à la justice et échapper encore une fois à la lumière. Et le plus fou dans tout ça, eh bien, rien n'a changé malheureusement depuis. Les montages se déplacent de pays en pays, mais l'opacité reste la même. Les comptes secrets du Vatican, finances divines, opacité totale. On parle souvent du Vatican comme un état spirituel, mais c'est aussi une véritable machine financière. Investissement immobilier, actions, hedge funds, des milliards d'euros transitent chaque année par l'Institut pour les œuvres de religion. Autrement dit, la Banque du Vatican. C'est ce qu'on appelle un paradis fiscal sacré, soumis à ses propres lois, protégé par le secret religieux. Et pendant des décennies, cette banque a servi de refuge discret. Pour qui ? Pour des mafieux, des dictateurs ou des blanchisseurs. L'affaire Banco Ambrosiano dans les années 80 a révélé un premier scandale, avec des millions d'euros disparus et un banquier retrouvé décédé sous un pont à Londres. Un message, un avertissement, un accident, malheureusement on ne saura jamais vraiment. Aujourd'hui encore, les comptes sont peu audités, c'est très peu lisible, et certains disent que le Vatican détiendrait aujourd'hui une des plus grandes fortunes immobilières de Rome, voire d'Europe. Mais dans la finance, comme dans la foi, le secret reste encore une fois sacré, et toute tentative de transparence se heurte à un silence bien gardé. On voyage un peu, direction la Libye. La fortune disparue de Kadhafi. Où sont passés les 70 milliards ? Quand le régime libyen s'effondre en 2011, une question agite toutes les chancelleries. Où est passée la fortune de Mouammar Kadhafi ? On parle de 70 à 200 milliards de dollars planqués dans des comptes offshore. Des lingots, des propriétés, des sociétés écrans. Un trésor disséminé, fragmenté, presque aujourd'hui mythique. Certaines sources évoquent des coffres au Zimbabwe, par exemple, des comptes à Dubaï, et même un trésor enterré dans le désert libyen. Les circuits passent par la Russie, l'Afrique du Sud, la Suisse, etc. Et des intermédiaires qui, un par un, disparaissent ou se taisent. Depuis plus de 15 ans, des chasseurs de primes, des banquiers et des États cherchent aujourd'hui cette fortune. Malheureusement sans succès. On a certes retrouvé des morceaux, mais jamais l'ensemble. Alors, la question est légitime. Est-ce qu'elle est perdue, camouflée, ou déjà réinvestie ailleurs, sous un autre nom, un prête-nom ? Parce que pourquoi l'argent, lui, ne meurt jamais ? Il se transforme, il mute, il circule, mais toujours plus discret, toujours plus difficile à tracer. Et pour la dernière arnaque de ce dernier niveau, on va essayer de se projeter un peu. Les arnaques de demain. IA, crypto, deepfake, et peut-être déjà dedans. Et si la plus grande arnaque n'avait tout simplement pas encore eu lieu ? Aujourd'hui, avec l'IA générative, les deepfakes, les bots, il est devenu trivial de créer un faux site, une fausse vidéo, un faux DAF, par exemple, qui te demande aujourd'hui ou demain un virement bancaire. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ça marche, et ça marche surtout bien. Les arnaques évoluent véritablement à une vitesse folle. Des faux investisseurs en ligne, des scams à la crypto, des faux notaires ou des faux comptables, et même des faux appels de ton patron avec sa propre voix complètement clonée. On a vu des entreprises perdre des millions sur un simple coup de fil et des carrières professionnelles brisées, ou une visio tout simplement tranquée, et les outils sont de plus en plus accessibles et bien foutus, même à des simples amateurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans des paradis fiscaux, on a juste besoin d'une bonne connexion internet. Et de quelques minutes de vidéos publiques pour te faire une idée. Alors la vraie arnaque, c'est peut-être pas forcément celle que tu crois. C'est peut-être celle où tu crois être encore protégé. Parce que dans la finance du futur, ta vigilance, c'est ton seul pare-feu. On arrive à la fin de notre niveau concernant les ténèbres. Dans les ténèbres, on n'a plus de preuves.
On a juste des soupçons, des silences et même des disparitions comme on a vu. On ne sait clairement plus qui manipule quoi, ni pour qui. Intelligence artificielle, offshore, deepfake, paradis fiscaux. La finance devient invisible. Et parfois même totalement ingérable. Voilà, on vient de remonter à la surface de l'iceberg. Tu viens de plonger à travers les plus grandes arnaques financières de l'histoire. Certaines, on l'a vu, sont célèbres, d'autres plutôt méconnues, mais toutes ont un point commun, lequel elles jouent toutes avec notre confiance. Pourquoi ? Parce que derrière chaque fraude financière, derrière chaque fraude fiscale, il y a une promesse, un rêve toujours de rendement facile et de croissance éternelle, ou simplement d'impunité. Alors toi, si tu veux éviter de tomber dans le piège, apprends tout de suite et dès à présent à reconnaître les signaux faibles, et surtout, continue de réapprendre la finance. Dis-moi en commentaire quelle arnaque t'as le plus choqué. Et si par hasard tu veux la suite de cet iceberg. Pourquoi ? Parce qu'il en reste bien évidemment beaucoup et beaucoup trop à raconter. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube La Finance qui compte. Ici, on planche dans les chiffres, mais clairement sans se noyer dans le jargon. Allez, à toutes.